Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle j'ai repris un peu le principe de l'émission précédente, c'est-à-dire que j'ai continué avec les questions que vous m'aviez posées. Mais en fait, il y avait tellement de questions, beaucoup de très bonnes questions, mais il y en avait tellement que j'ai décidé de ne traiter qu'un thème. Aujourd'hui, je garderai de côté les autres questions, qui était le thème en fait le plus abordé dans vos questions, qui est le thème des ETF. Et il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui m'ont conseillé de faire des thèmes, c'est peut-être ce que je ferai dans le futur, mais en tout cas pour aujourd'hui, pour limiter l'émission, on va rester sur les ETF. Donc j'ai pris toutes les questions, je les ai un peu classées, on va dire en commençant par les plus simples, ou plutôt pour reprendre les concepts de base, pour aller vers peut-être des considérations un petit peu plus complexes. Voilà, on va attaquer tout de suite. Alors la question est d'Alec Autonomie, qui me demande « Bonjour, j'entends souvent parler d'indices. Concrètement, peut-on acheter des indices ? Je ne parle pas des ETF, merci. » Alors ça, c'est vraiment une très bonne question, parce que c'est une question qui va nous aider à répondre à d'autres questions, notamment la suivante, parce que ça permet de revenir aux bases. Donc au départ, on est d'accord qu'il y a des actions qui sont cotées sur le marché et dont le prix est fixé par l'offre et la demande. Mais en fait, pour mieux suivre leur évolution, il y a déjà très longtemps, on a créé des indices, c'est-à-dire un panier d'actions qui représente souvent les plus grosses valeurs de ce marché. Vous connaissez tous le CAC 40 en France, le DAX en Allemagne, le S&P 500 aux États-Unis, etc., etc. Et au départ, quand on voulait investir dans ces indices, parce que c'est juste un calcul, c'est ça qu'il faut comprendre, un indice au départ c'est juste un calcul, ce qu'il fallait faire c'était acheter exactement le nombre d'actions présents dans l'indice. Mais on voit bien que c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a certaines actions qui vont coter 2000 €, une autre 100 €, etc. Mais leur prix de cotation n'a rien à voir avec leur poids dans l'indice. En fait, le poids dans l'indice, ça va peut-être être 0,01% d'une action qui vaut 2000 €, etc. Donc en fait, c'est très compliqué à répliquer. Et puis, vous allez avoir aussi plein de frais forcément, parce que si vous voulez répliquer même le CAC 40 qui n'a que 40 actions avec une petite somme par exemple de 2000 €, donc déjà ça va être impossible avec une petite somme comme 1000 €, mais même avec une très grosse somme qui vous permettrait de répliquer, ce serait compliqué. Donc au départ, pour pouvoir investir dans ces indices, ce sont des produits dérivés qui ont été inventés, les futurs notamment, mais qui ont été difficilement accessibles aux particuliers. Donc au départ, c'était des fonds de gestion active qui ne répliquaient pas les indices, mais bon, qui permettaient de s'en rapprocher. Et c'est finalement l'apparition des ETF en fait au début des années 2000, enfin il datait de bien avant ça, mais c'est au début des années 2000 que ça a vraiment explosé. Et donc ces ETF, ce sont alors désolé pour Alec Autonomie, mais effectivement vous n'allez pas pouvoir investir dans des indices en direct, mais en fait les ETF donc vont répliquer ces indices et puis ils vont se traiter en bourse comme une action. Alors Alec, je ne sais pas pourquoi tu poses la question, mais honnêtement il n'y a pas d'intérêt à acheter des indices. En fait les ETF ont des frais suffisamment faibles pour être vraiment un super support d'investissement pour pouvoir répliquer des indices. Ensuite Julien44 qui nous demande bonjour Xavier, comment est déterminé le prix d'un ETF à son lancement ? S'il prend 8% par an de moyenne, ne risque-t-il pas d'être inaccessible par la suite, car prix trop élevé ? Alors, je vois ce qu'il veut dire. Bon, déjà, pour comprendre comment est déterminé le prix d'un ETF au lancement. Donc, vous l'avez compris, l'ETF, en fait, son prix, c'est juste un calcul en fait, qui va prendre en compte les cours de bourse de tous les constituants de l'ETF. Donc, si je prends un ETF CAC 40, on va avoir un certain encours de gestion, c'est-à-dire des actifs sous gestion. Alors, j'avais prévu un exemple ici avec le Lyxor Stocks Europe 600. Donc, c'est un indice qui a 4,3 milliards sous gestion, et ces 4,3 milliards, ils sont investis à 3,45% dans Nestlé, à 2,63% dans Roche, 2,15% dans Shell, etc., etc. On a les 600 valeurs comme ça qui ont un pourcentage. Donc ces 4 milliards sont investis comme ça en fonction de la même manière que l'indice, vu qu'ils répliquent un indice, et ensuite ils vont émettre un certain nombre de parts. Et quand on va diviser les 4 milliards par le nombre de parts, on va obtenir la NAV de l'ETF. La NAV, c'est la Net Asset Value, c'est-à-dire que c'est la vraie valeur de l'ETF. Et en fait, pour la déterminer, pour savoir est-ce que notre ETF, le premier jour, il va coter 20 € ou bien il va coter 2000 €, et effectivement, en général, les émetteurs préfèrent avoir des prix d'ETF qui sont plutôt à 20 € qu'à 2000 €, l'émetteur va tout simplement émettre un nombre de titres qui permet d'avoir un prix d'ETF
comme je disais, qui va être plutôt accessible. Donc c'est eux qui vont émettre un nombre de parts en fait qui va faire démarrer l'ETF au prix qu'ils veulent. Donc en fait c'est pas le cours des actions qui bouge, c'est uniquement le nombre de parts qui est émise. Et puisque je parlais de la net asset value, qui est donc la vraie valeur de l'ETF, en fait celle qui réplique exactement l'indice et les valeurs sous-jacentes, de temps en temps en cours de journée, il y a l'ETF qui peut s'écarter un petit peu de cette valeur-là, mais en fait, il va s'écarter de très peu, on ne peut pas vraiment l'arbitrer, parce qu'en fait, les émetteurs, je pense que vous le savez, mais ils vont mandater un market maker, qui est en fait un organisme qui va toujours laisser des ordres d'achat et de vente pour garantir la liquidité, en fait. Donc l'ETF ne va jamais vraiment s'éloigner de la valeur de l'indice, de sa net asset value, en fait. Je passe maintenant à la question de Nico, je crois. Alors, je retourne aux questions. Donc c'était Nico, c'est ça, qui me demande, il me semble que la pire période boursière a duré 20 ans. 20 years to break even on the index. Est-ce que cela veut dire qu'un investisseur ne peut pas réaliser de plus-value pendant cette période? Alors ça aussi, c'est une très bonne question, parce qu'on a toujours... Alors ce qu'il dit, c'est vrai, hein, déjà. C'est vrai qu'on peut ne pas gagner d'argent pendant 20 ans, mais il y a un twist. Parce qu'en fait, quand on pense marché baissier, là je vais vous reprendre un document que j'aime beaucoup, qui est le document de JP Morgan, Guide to the Markets, que je vous recommande souvent. Là, on a beaucoup de marchés baissiers qui vont durer 2 ou 3 ans, par exemple. On va avoir bien sûr une crise qu'on a tous en tête, qu'on n'a pas vécu, mais qu'on connaît bien, c'est le marché baissier de 1929. Donc en tant que marché baissier, il a duré 32 mois, donc 2 ans et demi. Celui de 2008, par exemple, a duré 1 an et demi. Si vous prenez ceux des années 70, 80, on voit qu'ils ont duré, qui étaient des gros, surtout celui de 70, moins 48%, ils ont duré 20 mois, donc un peu plus d'1 an et demi aussi. Et si je prends le plus long, cette fois-ci, celui de 1937, moins 60%, il a duré 61 mois. 61 mois, c'est-à-dire 5 ans. Donc, on voit ici qu'en termes de marché baissier, si je prends juste est-ce qu'on peut perdre de l'argent pendant 20 ans, la réponse paraît non. Mais le problème, en fait, c'est quand on prend en compte l'inflation. Donc cette fois-ci, je ne parle plus de baisse de marché, je parle de perte de richesse réelle. Et je crois que j'avais une petite image à vous montrer pour ceux qui ont l'image. Voilà. Cette fois-ci, je vous montre un graphique qui n'est plus un graphique boursier, même si ça ressemble énormément à un graphique boursier. Mais en fait, c'est un graphique de valeur réelle cumulée, donc qui prend en compte l'inflation. Et on voit que cette fois-ci, on peut avoir des durées pendant lesquelles on sous-performe, on va dire, on perd de l'argent, qui sont très longues. On a plusieurs durées qui sont autour de 15 ans. On a les années 1910, après avec la bulle jusqu'aux années 30, jusqu'en 1929, mais on a à peu près 15 ans ici de perte de richesse. On a ensuite, pendant la crise des années 30, ça ne s'arrête pas comme on le pensait, comme je le disais tout à l'heure, après 2 ans et demi en 1929. C'est que si on prend en compte l'inflation, ça dure à peu près une quinzaine d'années. Et on retrouve à peu près ce chiffre de 10-15 ans pendant les années 70, parce que là, bien sûr, l'inflation était galopante, et même chose pendant les années 70-80, donc là on est à peu près à une quinzaine d'années, et même chose après la bulle Internet de 2000, on a eu aussi, si on prend en compte l'inflation, ce qu'on a appelé la lost decade, la décennie perdue, donc qui a duré plus de 10 ans avant qu'on retrouve notre argent. Alors pour continuer sur la question de Nico, je vous la remets à l'écran, question qui était est-ce que cela veut dire qu'un investisseur ne peut pas réaliser de plus-value pendant cette période ? Alors, c'est là où, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser de plus-value. Vous pouvez toujours essayer de battre le marché et de gagner de l'argent dans un marché qui en perd. Donc, en gros, il y a 2 méthodes pour gagner de l'argent dans un marché qui en baisse. Si on enlève la vente à découvert qui n'est pas trop adapté aux particuliers, soit vous avez la possibilité de faire des allers-retours, c'est ce qu'on appelle le market timing, essayer de trouver des points bas et des points hauts et de jouer ça, ou bien vous pouvez essayer de choisir des titres qui vont battre le marché, ce qu'on appelle le stock picking. Donc si vous essayez effectivement de battre le marché, vous pouvez le faire, même si ça va être très compliqué, mais si vous investissez passivement
en ETF, alors oui, vous pouvez avoir une perte de richesse, et pendant 20 ans, je dis bien une perte de richesse, et non pas une perte monétaire si vous regardez le montant qu'il y a sur votre compte titre. Ça, je ne crois pas que ce soit arrivé sur 20 ans, en tout cas sur le marché américain. Bien sûr, sur d'autres marchés, c'est arrivé. C'est arrivé même souvent sur d'autres marchés de pays plus petits. Mais donc voilà, oui, si vous êtes investi passif en ETF, vous pouvez avoir une perte de richesse sur des périodes qui sont assez longues. Mais attention, il ne faut surtout pas interpréter ça en se disant finalement c'est plus risqué que ce que je pensais d'investir en bourse, parce que si vous gardez du cash, alors la probabilité de perdre de l'argent à cause de l'inflation, elle passe à 100%. Et là, votre perte, elle ne va pas être sur 20 ans, votre perte, elle va être à l'infini, parce qu'il n'y a pas... Enfin, la déflation, c'est quand même un phénomène qui est très très rare. Donc comme on a de l'inflation quasiment chaque année, et vu les dettes des États, vu la création monétaire, etc., je ne vois pas comment une déflation va arriver à court terme. Donc oui, la perte de richesse peut prendre du temps, mais avec le cash, si vous n'avez pas quelque chose qui suit au moins l'inflation, ça peut être bien pire. Alors, question suivante. Salut Xavier, crois-tu que l'investissement passif toujours plus grand dans des ETF physiques, pas synthétiques, pourrait à terme créer un effet de bord négatif, voire un risque systémique? Et si oui, lequel et au détriment de quels acteurs? Alors déjà, que ce soit physique ou synthétique, c'est le même problème. Même un ETF synthétique, à la fin, il se retrouve, on en parlera un peu plus tard, il se retrouve investi dans les valeurs en question. Mais bon, bref, ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors c'est une question que j'ai eue plusieurs fois sur cette fameuse bulle sur les ETF. Et effectivement, ça peut créer un problème d'avoir cet afflux d'argent sur les ETF. En fait, le plus gros problème, c'est que la gestion devient passive. Et avec cette gestion passive, c'est-à-dire qu'on va acheter un ETF, par exemple Monde, on n'en a rien à faire de quelle est notre première position, notre 5e, notre 10e. Le problème avec cette gestion passive, c'est que ces fonds vont répliquer exactement des indices boursiers, comme je vous l'expliquais au début. Ce qui veut dire que plus personne ne regarde vraiment les résultats. C'est-à-dire que quand vous achetez un ETF, vous n'avez pas le choix pour savoir est-ce que vous voulez du Novartis, du Apple ou du Tesla. Il se trouve que si Apple est la première position de l'ETF, vous ne pouvez pas dire non, moi je veux que ce soit ma 3e position ou j'en veux pas du tout. Donc en fait, on ne tient plus du tout compte des résultats et des perspectives de croissance des sociétés. Un actionnaire actif, lui, ce qu'il va faire, ça peut être un particulier, mais c'est plus souvent des gérants de fonds de pension, de fonds de placement, etc. Ils vont surveiller leurs investissements, ils vont participer aux assemblées générales dans lesquelles ils vont voter, etc. Ils vont suivre la valeur. Quand il ne leur plaît plus, ils vont arbitrer en fait entre les sociétés. S'ils sont plus satisfaits des résultats d'une entreprise, ils vont la vendre et puis ils vont investir dans une autre, etc. Et ça, c'est un gros problème de la gestion passive puisque c'est plus du tout ce qui est fait. Alors aujourd'hui, qui sont les plus gros actionnaires des grosses entreprises ? Ce sont les ETF, en fait les émetteurs d'ETF. Ce sont les ETF. Donc vous pouvez faire le test, vous prenez une grande capitalisation boursière et en général, juste après le fondateur de la boîte, vous allez trouver les BlackRock, les Vanguard, etc. Et je vous rappelle que ces ETF ne font aucun choix entre les sociétés, ils répliquent l'indice. Donc ils ne vont pas acheter Apple parce qu'ils croient en son business model, en fait ils achètent Apple uniquement parce que c'est la plus grosse valeur du monde. C'est un peu comme si le marché était figé en fait. Les plus grosses entreprises vont rester les plus grosses entreprises et les plus petites vont rester les plus petites. Et c'est ça qui est gênant dans les ETF, c'est qu'il y a un côté tout ou rien. Un investisseur qui pense que ça va monter, il va acheter tout le marché d'un coup, ou en tout cas les plus grosses capitalisations en achetant un ETF. Et pareil à la vente, si par exemple il y a une crise du Covid, même s'il y a des sociétés qui vont être touchées et pas d'autres, si la personne veut sortir du marché, elle va vendre tout son ETF. Donc il y a des entreprises qui vont baisser alors qu'elles ne devraient pas baisser parce qu'elles ne sont pas du tout touchées par exemple, une crise Covid. Donc c'est ce côté, les plus gros restent les plus gros, même s'ils sont mauvais, et les plus petits restent petits, même s'ils font d'excellents résultats, qui pose problème. Mais en fait, tout ça, c'est une exagération parce qu'il reste suffisamment d'investisseurs avec un cerveau pour influencer les marchés. Mais c'est ce que je vous décris, en fait, c'est si on était dans un monde où il n'y a que des ETF, c'est ce qui se passerait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises entreprises. Mais on voit d'ailleurs que malgré le poids de cette gestion passive, pendant la crise du Covid ou bien la guerre en Ukraine, les secteurs ont été touchés différemment. Pendant la crise Covid, les compagnies aériennes, les pétrolières, etc. ont été touchées. Même chose en Ukraine, les pétrolières vont être influencées par le prix du
du gaz, du pétrole, etc. Donc on va pareil sur les valeurs technologiques, donc on voit bien qu'il reste quand même assez d'investisseurs actifs pour fixer les prix. Mais c'est vrai que si les ETF prennent trop de place, on peut voir ça comme une mauvaise nouvelle, mais on peut aussi se dire qu'il y aura plus d'opportunités pour trouver de belles valeurs qui ne sont pas à leur juste prix, en fait. Ensuite, c'est Mike qui nous dit « Bonjour Xavier, voici ma question. Quelle est la probabilité qu'un gestionnaire d'ETF fasse faillite comme Amundi? S'il y a faillite, que devient notre argent investi dans des ETF ?» Alors si on prend la partie probabilité en premier, pour moi la probabilité elle est très faible. Parce que même si ce sont souvent des filiales de banques, ce ne sont pas des banques. Donc ce n'est pas un business risqué. En fait, les émetteurs d'ETF, leur boulot c'est de collecter de l'argent et ensuite de le placer dans des fonds, dans des ETF. Mais ça n'a rien à voir avec des banques qui vont vendre du crédit, qui peuvent se retrouver avec des créances douteuses, etc. Créances douteuses en leur nom propre, qui peuvent avoir des gens qui ne remboursent pas leur crédit, etc. Donc en termes de probabilité, pour moi c'est faible. Après, il faut quand même se poser la question, que se passe-t-il si un émetteur fait faillite? Même si c'est peu probable. Ce qui est clair, c'est qu'un ETF, un émetteur qui fait faillite, il ne pourra plus gérer ses ETF, il ne pourra plus avoir ses automates de trading qui vont tourner, etc. Il ne pourra plus payer les market makers, blablabla, donc il ne pourra plus gérer. Ce qui va probablement se passer, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que s'il fait faillite, vous n'êtes pas investi dans l'émetteur, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas investi dans Amundi ou BlackRock. Alors vous pouvez après acheter des actions Amundi ou BlackRock, mais si vous êtes actionnaire d'un ETF, vous n'êtes pas directement touché. C'est juste qu'il ne va plus pouvoir gérer votre ETF. Ce qui va probablement se passer, c'est que l'ETF sera liquidé. C'est-à-dire que l'émetteur, ou bien le liquidateur, si c'est le liquidateur qui remplace l'émetteur, il va vendre tous les actifs de l'ETF, il va vendre tous les actions du CAC 40, du S&P 500, etc. qu'il détient, et puis il va reverser l'argent. Donc le risque, on le voit, il est quand même très très faible. Alors, question suivante, il y a Rémi qui nous dit « Bonjour, quand on investit sur des ETF, faut-il diversifier les émetteurs d'ETF aussi, donc Amundi, Lyxor, BNP, etc. » Alors, on vient de le voir, la probabilité est faible, mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut exister. Il peut y avoir des malversations, etc. C'est pas parce que le business lui-même n'est pas très risqué que l'entreprise ne peut pas avoir un souci. Donc, moi, je dirais clairement oui, surtout si vous avez de gros montants. Bien sûr, si vous avez 5 000 € sur un ETF monde, vous n'allez pas vous compliquer la vie et avoir 3 lignes, 4 lignes ou 5 lignes. C'est beaucoup plus simple de suivre une seule ligne. Mais pour quelqu'un qui va avoir, par exemple, 500 000 € dans le même ETF, ça coûte rien de diversifier auprès de 3 émetteurs, voire plus. Et c'est clairement, moi j'essaye de diversifier auprès des émetteurs pour mes ETF. Et c'est clair que si vous avez une assurance vie, par exemple, même si elle vous limite vos nombres d'ETF, j'espère qu'elle vous propose des émetteurs différents. Alors ensuite, c'est JDD qui demande, tout d'abord, merci beaucoup, voici quelques questions. Il semble y avoir des différences de performance entre les ETF réplicants par rapport aux ETF physiques. Pourquoi cette différence? Compte tenu de la faiblesse actuelle de l'euro contre le dollar, a-t-on un intérêt à investir sur un ETF américain en euros, hedge en dollars et répercussions à long terme? Ok, donc plusieurs questions en une. On va parler d'abord des ETF synthétiques. Il y a deux types d'ETF, il y a les ETF physiques et les ETF synthétiques. Un ETF physique, c'est tout simple, c'est un ETF qui va détenir physiquement les actions du sous-jacent. Un ETF CAC 40 va détenir, dans quasiment la totalité des cas, les 40 actions de l'ETF. Les ETF synthétiques, on les retrouve souvent, pas seulement, mais là où il y en a quasiment tout le temps, ça va être des ETF, par exemple, qui n'ont pas le droit d'être investis dans certains titres. L'exemple le plus flagrant, c'est un ETF américain, par exemple le S&P 500, qui va être éligible au PEA. Tout ce qui est éligible au PEA n'a pas le droit de détenir des actions américaines, ou plutôt, ça ne peut pas représenter 100% du fonds. Donc, dans ces cas-là, ce que fait l'ETF, c'est qu'il va détenir physiquement des actions européennes, et grâce à un swap, c'est-à-dire un produit dérivé qui permet d'échanger une performance contre une autre, il va échanger sa performance européenne contre la performance du S&P 500. Donc tout ça, c'est transparent pour vous. L'ETF va évoluer comme le S&P 500. Mais en termes réglementaires, il n'est pas investi en actions américaines, donc il peut être éligible
au PEA. Et ça a un petit coût, parce qu'il faut payer le swap, la contrepartie qui nous rend ce service, en fait. Et c'est ce qui peut expliquer la différence. Alors, je crois que est-ce que j'avais un exemple ici ? Voilà, alors moi j'ai l'Amundi ETF PEA S&P 500. Honnêtement, quand on regarde entre l'indice de référence et l'Amundi ETF PEA SP 500, la différence est très très faible. C'est ce qu'on appelle souvent le tracking error, c'est calculé sur tous les ETF, mais le plus simple c'est vraiment de regarder un graphique avec à la fois l'indice de référence et l'ETF, et vous voyez que c'est vraiment à la marge. Pour avoir la possibilité de mettre des actions américaines en PEA, le coût est vraiment extrêmement faible. Ensuite, la question qui était posée, c'était autour du risque de change. Donc c'était compte tenu de la faiblesse. Bon, le risque de change, déjà je vais expliquer la différence entre un ETF couvert en change ou un ETF qui n'est pas couvert en change. Si vous investissez dans un ETF classique qui est dans votre devise, pas de problème. Si vous êtes dans la zone euro et que vous avez un ETF investi dans la zone euro, pas de souci. Il y a souvent une incompréhension qui est j'investis dans un ETF investi dans des actions américaines, mais il est coté en euros. Ah oui, mais ça, c'est le coté en euros, en fait, ça ne veut rien dire. C'est vous allez avoir à la fois, donc ça, on va dire que c'est un ETF classique. Vous allez avoir à la fois la performance de l'indice américain, donc du S&P 500, et en plus, vous aurez un gain de change si le dollar s'apprécie, ou bien une perte de change si le dollar se déprécie. Et que l'ETF soit coté en euros ou en dollars, c'est la même chose. C'est uniquement au moment de l'acheter où il y a une différence pour vous. C'est plus simple souvent d'acheter, et moins de frais pour vous d'acheter un ETF en euros. Mais s'il n'est pas marqué couvert en euros ou hedge en euros, alors vous allez avoir une partie de votre performance qui va être due au dollar. Ensuite, vous pouvez choisir d'investir dans un ETF qui va être couvert en change. Et cette fois-ci, vous aurez la performance du S&P 500 sans effet de change. Donc si le S&P 500 gagne 20%, vous aurez 20%. Si le S&P 500 perd 20%, vous aurez moins 20%. Alors qu'un ETF classique, vous allez avoir, dans le cas actuel, le S&P 500 qui perd 20%, mais si le dollar gagne 15%, vous allez beaucoup moins perdre. Mais ça marche dans les deux sens. Donc bien sûr, cette protection, elle va avoir un coût dans le cas où vous êtes couvert en change, mais c'est un coût qui est assez faible. Donc ensuite, à la question, est-ce qu'il faut investir dans un ETF américain en euros ou en dollars? Comme je vous le disais, c'est la même chose. Alors après, ça dépend si vous avez des comptes en dollars ou non, mais surtout le plus important, c'est entre un ETF qui est hedgé ou pas hedgé, là, ça dépend vraiment de votre vue en fait sur les taux de change dans le futur. Donc c'est vraiment un choix d'investissement en fait. Ensuite, il y a Ronan qui demande, pour un investissement long terme en ETF S&P 500 en euros, quel serait l'avantage de choisir un ETF hedged? C'est la même chose alors. C'est la même question. Un ETF, oui, il a dans son cas son assurance vie qui a sélectionné cet ETF et puis il a loupé la montée du dollar. Voilà. À nouveau, ça dépend. Est-ce que vous voulez jouer le dollar ou non? Si vous voulez jouer le dollar à la hausse, alors vous investissez dans un ETF classique. Sinon, vous investissez, si vous voulez que la performance du S&P 500 ou de n'importe quel ETF non-euro, vous prenez un couvert. Ensuite, une autre question, je n'ai pas le pseudo. Tu dis souvent que ton rendement est proche de celui du marché. Mais de quel marché parles-tu? Ta référence est-elle l'indice S&P 500? Si oui, pourquoi ne pas placer 100% de ton portefeuille dans un ETF S&P 500 et ne plus y toucher? Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons en fait. Déjà, pourquoi est-ce que je ne place pas tout en ETF? C'est tout simplement parce que heureusement, de temps en temps, je bats mon indice de référence. Mon indice de référence, qui n'est pas le S&P 500, mais ça ressemble quand même pas mal, c'est le MSCI World, donc c'est l'indice monde. Tout simplement parce que je suis assez diversifié géographiquement, donc c'est celui qui me correspond le plus. Et ensuite, pourquoi ne pas prendre que des ETF? Déjà, donc, parce que je bats parfois le marché, heureusement, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, parce que j'adore choisir des valeurs. Voilà. J'aime ça, en fait, gérer mon portefeuille moi-même. Donc oui, j'ai des ETF, notamment dans des assurances vie, mais surtout, j'aime faire des choix. Et puis aussi, un point qui n'est pas négligeable, c'est que ça me pousse à suivre les marchés, ça me pousse à faire des recherches, etc.
Ensuite, c'est Évariste qui me dit afin de diversifier son portefeuille, serait-il possible de répondre à la question de l'accès au marché obligataire pour les particuliers ? Concrètement, dans quel instrument investir pour un particulier afin de se rapprocher de la partie obligataire d'un portefeuille type All-Weather de Ray Dalio par exemple ? Alors là, le plus simple, c'est clairement les ETF. Pour investir dans l'obligataire, c'est quasiment impossible pour un particulier. Après, il y a plusieurs versions du portefeuille All-Weather. Moi, j'en avais mis une. Je me suis gardé, je crois, une petite image. Hop. Et on voit qu'en termes d'obligations, on a besoin de quoi ? On a besoin d'obligations protégées contre l'inflation, donc des TIPS. On a besoin d'obligations marché émergent. Il nous faut des obligations d'État long terme et moyen terme. Et il nous faut des obligations d'entreprise pays développés. Et tout ça, finalement, si vous allez sur sur des sites vraiment de gros émetteurs qui ont beaucoup comme le site d'iShares, donc les ETF de BlackRock, ou bien sur par exemple Amundi et Lyxor, donc qui sont maintenant la même boîte, mais ils ont énormément de choix, vous allez trouver sans trop de problèmes des obligations d'État. Vous allez avoir 1 à 3 ans, 1 à 5 ans, 7 à 10 ans, etc. Vous allez avoir le choix. Même chose sur les entreprises et même chose par zone géographique. Donc la réponse est clairement ETF obligataire. De loin, c'est le plus simple en fait. Ensuite, la question suivante, c'est celle de Steve qui demande « Utilises-tu aussi l'enveloppe assurance vie et pour quelle classe d'actifs ?» Oui, j'utilise l'assurance vie. Je vous conseille de faire la même chose. L'assurance vie, c'est, comme tu le dis très bien, Steve, c'est une enveloppe. Après, on peut choisir quoi mettre dedans. Donc moi, je l'utilise bien sûr pour investir à très long terme. C'est très intéressant. Si vous n'en avez pas, n'oubliez pas que c'est très intéressant de l'ouvrir et de mettre une petite somme parce que vous avez comme ça, vous prenez date et vous avez les 8 ans qui démarrent. Alors moi, pour le côté pratique, parce qu'il faut avouer que les assurances-vie, c'est quand même beaucoup moins pratique qu'un compte titre, je vais surtout y mettre des ETF, donc des ETF actions, mais pas uniquement, aussi des ETF matières premières, par exemple. Je vais aussi avoir des actions en direct en assurance-vie parce que j'ai des assurances-vie qui me permettent de prendre sur des grosses valeurs, de mettre des positions en direct, mais c'est vrai que j'aime moins l'aspect pratique, donc c'est vraiment des grosses valeurs qui ne vont pas bouger pendant les prochaines années, en général des valeurs très stables aussi, mais globalement je mets surtout des ETF et notamment ETF matières premières parce que je peux en mettre là-dedans, alors que par exemple dans un PEA on ne va pas pouvoir en mettre, donc oui, l'enveloppe assurance vie c'est quelque chose de très intéressant. Et enfin pour la dernière question, même si ce n'est pas forcément lié aux ETF, j'ai gardé la question d'Adrien qui demande: Bonjour Xavier, est-il pertinent d'utiliser un indice pour comparer la performance de son portefeuille ? Alors pour moi, la réponse est oui, et clairement oui. Bien sûr, on peut juste prendre un niveau absolu et par exemple dire moi mon but c'est de faire plus de 10% par an. Mais le problème en fait, c'est quand vous faites ça, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'en fait, si vous avez un type d'investissement assez classique, vous allez avoir 80% de votre rendement, alors c'est au pif, mais on va dire 80% de votre rendement qui va être dû au mouvement du marché, et puis 20% qui va être dû à votre choix de valeur au stock picking. Et je dis ça, mais honnêtement, si vous êtes diversifié, c'est un grand maximum. En fait, la partie due à votre choix de valeur va être plus faible que ça. Et en fait, ce que vous voulez mesurer, c'est les 20% qui sont dus à vos choix de valeur. C'est là où vous avez un choix en fait, c'est là où vous mettez votre patte à vous, parce que si vous ne vous comparez pas à un indice, vous allez peut-être passer l'année 2021 avec une performance de 15% et vous allez vous dire ouais c'est génial, je suis trop fort parce que ça a battu mon propre benchmark, mon propre indice qui était de faire 10% par an, mais en fait quand vous voyez que les indices eux ont fait plus 30% en 2021, tout à coup vous voyez une image qui est un peu différente. Et bien sûr, c'est la même chose. Si vous avez une perte de 5%, par exemple en 2022, alors que les indices vont perdre 20%, 25%, etc., vous avez une perf qui va être très bonne. Après, il faut faire bien attention à choisir votre indice de référence. Il faut surtout un indice qui ait le même univers de valeurs que vous. Donc, si vous investissez que dans des valeurs françaises, il ne faut pas prendre le S&P 500. Il faut plutôt prendre par exemple le CAC 40, mais il faut surtout un indice qui ait le même risque que vous. On peut comparer des performances que si elles ont le même niveau de risque. Mais après, ça dépend. Par exemple, moi j'utilise le monde, en fait l'indice monde. Pourquoi ? Parce que je considère que si j'investis plus aux États-Unis ou moins en Europe, c'est mon choix. C'est déjà au niveau
macro, au niveau allocation d'actifs, c'est déjà un choix. Donc, je veux que ce choix soit pris en compte. Donc, vous, par exemple, si vous investissez totalement en France, mais que vous vous dites, moi, c'est un choix, et en investissant en France, je pense battre un ETF monde, alors vous pouvez prendre un ETF monde, parce que c'est un choix pour vous, et peut-être que dans 3 mois, vous allez décider d'investir aux États-Unis ou dans les pays émergents, etc. Donc, oui, c'est bien utile de se comparer à un indice, et je pense que tout le monde devrait le faire. Voilà. Alors, je suis arrivé au bout des questions que vous m'avez posées sur les ETF. Alors, je vais faire une petite pause, je vais reprendre mes vidéos normales, vidéos plus scriptées, plus sur un thème particulier avec un peu de recherche. Je crois que le format vous a plu. Alors, peut-être pas en nombre de vues, mais en tout cas, dans les commentaires, je vois que ça vous a pas mal plu. Je vais garder l'idée du thème. Je pense que déjà, ça va limiter le nombre de questions. Et puis, c'est une très bonne idée. Donc, je pense que ce que je ferai, je remettrai comme ça des demandes via un post sur YouTube, très probablement, où je vous dirai, voilà, je prépare une émission sur tel domaine, et je sais pas moi, les ratios, etc. Posez-moi les questions, et puis là, je répondrai à ces questions. C'est vraiment super parce que moi je suis sûr de viser vos vraies questions, et je trouve qu'il y a des très bonnes questions, notamment sur la partie ETF indiciel ou non, qu'on a vu tout au début. Enfin, est-ce que la différence entre un indice et un ETF, ce qu'on a vu aussi qui était très intéressant, c'est le côté ETF synthétique ou non. Et puis un point aussi qui est souvent mal compris, c'est la partie couverture en change. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'ils achètent un ETF monde, par exemple, en euros, ils n'ont pas d'exposition au dollar puisqu'ils achètent un ETF en euros, ce qui est bien sûr faux, puisqu'ils ont une exposition au dollar et même à d'autres monnaies si c'est un ETF monde. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je remercie bien sûr toutes les personnes que j'ai citées, mais tous ceux qui m'ont mis des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et comme je disais, je réutiliserai peut-être ces questions pour faire des vidéos. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Si vous m'écoutez en podcast, n'oubliez pas de mettre une note, surtout si vous appréciez le podcast. Si vous n'appréciez pas, vous m'envoyez un petit message en direct. Mais si vous aimez le podcast, vous mettez 5 étoiles, ou je ne sais pas sur quelle plateforme vous m'écoutez. Voilà, en tout cas, merci à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.